Bonjour à tous. Du coup, moi c'est Nicolas Borde et aujourd'hui je vais vous parler du coup de comment coder moins et produire plus sur AWS. Alors oui, juste pour voir un petit peu le niveau de profondeur dans lequel je vais peut-être descendre, qui utilise déjà AWS, qui se sent à l'aise sur AWS, qui ne connaît pas du tout le monde du cloud, du serverless, des services managés. Ouais, je peux juste me donner un peu votre niveau par rapport à ça, votre niveau d'expérience, simplement que je m'adapte un petit peu à, à vous. L'idée, c'est quand même que vous arriviez à ressortir avec, en ayant appris des choses et pas que vous passiez une heure à souffrir, une demi-heure, une heure à souffrir. Donc, n'hésitez pas à mettre dans le chat un petit peu votre niveau. Le temps que vous faites ça, du coup, je vais passer un petit peu à la table des matières. Qu'est-ce qu'on va voir en fait aujourd'hui? On va revenir un petit peu sur l'historique de l'IT, comprendre un peu tous les processus, tous les mécanismes en fait qu'on a eu pour arriver jusqu'à maintenant, en fait, jusqu'au serverless. Hein. Et puis ensuite, du coup, on rentrera vraiment dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le serverless et qu'est-ce qu'on appelle du coup les services managés sur AWS? On verra comment est-ce que le cloud et plus particulièrement du coup AWS nous permet de coder moins en produisant plus. Et puis on terminera par un exemple d'architecture qui coûte quasiment rien, qui est extrêmement résiliente, qui est extrêmement scalable et qui du coup permet d'utiliser pleinement la puissance du coup du cloud. Donc moi je suis Nicolas, je suis architecte cloud chez Trezor. Je suis développeur PHP depuis plusieurs années. Je fais du Node aussi un peu pour m'amuser. J'aime beaucoup AWS et je suis surtout serverless addict. Vous avez mon mot LinkedIn si vous voulez m'ajouter pour qu'on discute ou revenir sur des points de la présentation. N'hésitez pas. Trezor en deux mots, qu'est-ce que c'est? C'est aujourd'hui la plateforme de banking as a service. Donc, si vous utilisez peut-être que pour payer votre déjeuner aujourd'hui, vous allez utiliser votre carte Swile ou que ce soit vous allez faire un Lydia à un pote quand vous allez faire l'Happy Hour. En fait, tous ces services-là, tous ces fintechs-là ont besoin d'un système bancaire en fait, et c'est ce que Trezor propose. Donc voilà, on est aujourd'hui derrière plus de 50% des fintechs en France, et donc on a construit, on est en train en tout cas de reconstruire notre plateforme intégralement sur AWS avec un paradigme très fort, c'est qu'on veut aucun serveur pour piloter une banque. Donc du coup, le prisme du serveur c'est quand même extrêmement présent chez nous, ce qui fait que j'y baigne depuis maintenant plusieurs années. Merci du coup pour vos retours sur le chat par rapport à votre niveau. Euh, ok, donc je vois un petit peu, on va essayer de s'adapter par rapport à ça. Commençons du coup tout de suite avec l'historique de l'IT, notamment en termes d'infrastructure. On a connu en fait plusieurs vagues, plusieurs étapes en fait, plusieurs courants, on va dire même de pensée. On a commencé au début avec du bare metal, hein, ces serveurs physiques et dédiés qu'il fallait raquer dans des data centers, tant pour les grosses entreprises, elles opèrent elles-mêmes leur data center, puis une fois qu'on avait installé physiquement la machine, il fallait la configurer, l'installer, installer tous les outils dessus, etc. Et puis seulement après, on pouvait commencer à exécuter notre application dessus. Bon, on voyait bien que c'était pas très pratique. Puis ensuite, on est passé du coup à un autre mode qui était les machines virtuelles. On s'est dit, ok, on a une machine physique, bah, si je peux la compartimenter pour l'isoler, et du coup, je vais pouvoir en fait utiliser plus d'applications sur une seule et même machine. Je vais pouvoir partager des ressources, donc je vais pouvoir avoir un gros serveur avec plein de ressources et dedans les subdiviser, etc. Donc on est commencé à se mettre parler des machines virtuelles, mais toujours il fallait quand même opérer ces machines virtuelles et puis du coup, accessoirement, maintenir quand même le serveur physique en dessous, sinon on risquait d'avoir un problème. Il est arrivé ensuite la vague dans les années 2010, à peu près tout ce qui était les containers, les Docker, Enco, tout ce qui était containerisation. Donc on a une boîte dans laquelle on a tout notre applicatif dedans, on la déploie et ça marche. Le problème du conteneur, enfin le problème que voulait résoudre le conteneur, c'était la virtualisation. Et la virtualisation, du coup, on a une couche supplémentaire, on a une petite perte de perf. Les conteneurs, on peut directement faire tourner sur la machine haute. C'est plus sympa, c'est mieux, etc. Oui, si vous avez déjà mis du Docker en prod, avec notamment du Kubernetes, etc., vous savez que mettre une application dans un conteneur, c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y a tout ce qui s'attire derrière et c'est quand même assez compliqué.
On a eu aussi l'arrivée également des plateformes as a service, les fameux PaaS. Vous avez peut-être utilisé Heroku, Clever Cloud, etc. Leur promesse est simple, hein, vous faites un guide push et votre code automatiquement il est déployé sur un serveur, ça peut scaler, etc. Oui, c'est vrai, c'est pas mal, mais du coup on garde quand même cette notion de serveur. Il y a quand même une infrastructure en dessous. Notre code à un instant T, il est déployé sur une machine. Et puis accessoirement, on paye quand même toujours cette machine qu'on ait du trafic ou qu'on n'en ait pas, quasiment. Et puis est arrivé aussi à peu près au même moment, même si c'est toujours un petit peu en fil rouge derrière, toute la partie cloud, on va parler d'infrastructure as a service, du coup de d'IaaS. Et là, ça a été pas mal parce que ça reste des VM, certes, mais ça reste des VM du coup qui sont managés. C'est-à-dire qu'on gère pas que serveur qui est en dessous, on gère assez, on gère beaucoup moins de choses que quand on doit opérer nous-mêmes une VM. On peut en démarrer autant qu'on veut, on peut en arrêter quand on veut, on est facturé à la minute, à l'heure, plutôt à l'heure d'ailleurs. Donc on est quand même sur un truc qui est beaucoup plus souple que les machines virtuelles qu'on pouvait faire avant sur des data centers on-premise. Et puis maintenant, on rentre du coup dans cette nouvelle ère, les serverless, où on a dit, bon, il faut arrêter avec les serveurs, on part du principe que ça n'existe pas. Et le paradigme, c'est qu'on a juste de la puissance. On a de la puissance, vous avez du code à exécuter, vous nous donnez le code et nous, on va s'occuper de mettre la puissance qu'il faut derrière. Et c'est ça qu'on va un petit peu aborder aujourd'hui. Ah, on a eu aussi pas mal d'évolutions dans l'architecture logicielle. On a eu du coup la grande époque du monolithe. Le monolithe, ce fameux gros plat de spaghetti qu'on a tous un petit peu en tête, où on a tout dedans, un énorme truc de plusieurs millions de lignes de code, et puis ça fait tout, ça fait à boire et à manger. On a eu aussi également un grand courant ces dernières années, là, ces 10 dernières années, sur la partie des microservices. Donc, c'est le grand truc, c'était il faut éclater son application, il va avoir des petites briques unitaires, etc. Alors oui, sur le principe, en tant que développeur, ça se fait bien. En tant que admin, sysadmin, etc., c'est un calvaire parce que plus on a d'applications à opérer, plus c'est compliqué. Il faut à chaque fois gérer la stack de monitoring, la résilience, le load balancing. Du coup, les développeurs se disent on va pouvoir utiliser des technos différents, donc on se retrouve avec 4-5 moteurs de base de données différentes dans une même entreprise. Bref, ça devient extrêmement compliqué à opérer. Le principe d'architecture est très bon, mais ça paraît que c'est un coût derrière, c'est un coût qui est assez violent pour les entreprises et malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui ont échoué dans passer en microservices parce que tout simplement, ça demande un investissement qui n'est pas uniquement celui de je coupe mon application en petits bouts fonctionnels. Et donc, au final, est-ce que le serverless, c'est pas en fait la vraie approche DevOps? Werner Vogel, le CTO d'AWS, disait, bah, en fait, you build it, you run it. Et au final, l'approche DevOps, ça a été de vous rapprocher du coup les Ops et les devs pour éviter ce fameux cycle qu'on a peut-être tous expérimenté au moins une fois, que moi je suis dev, je fais mon code et puis ensuite mon code il part dans l'équipe des ops qui va essayer de le prendre, de le mettre sur un serveur, de l'opérer, de le maintenir en condition opérationnelle, etc. etc. Dans l'approche DevOps, du coup, l'idée, ça a été de rapprocher en fait ces deux corps de métier pour qu'on puisse travailler plus rapidement ensemble, qu'on puisse itérer plus vite. Ça a été compris par certains au final, que c'est les devs qui font de l'Ops. Et ça a été accentué par la partie, notamment, tout ce qui était Docker, containerisation, etc., où, au final, bah, c'était directement les devs qui faisaient leur propre Dockerfile, et puis derrière, ça partait directement après. C'est pas ça, en fait, l'approche des DevOps. Avec le serverless, au final, on va pouvoir arriver à cette définition où vraiment ça va être les devs qui vont pouvoir faire de l'Ops, parce que les devs ils vont pouvoir gérer tout de A à Z, de l'applicatif jusqu'au service que va consommer son application pour opérer. Quand je parle de service, je parle de base de données, de stockage, de fil de messages, etc., etc. Au final, votre application, si on prend un petit peu de recul, elle répond à des événements et elle répond à des événements tout le temps. Tout le temps, votre application, que ce soit un site web, une API, tout, ça répond à des événements. Et si vous ne croyez pas, on peut lister quelques types d'événements. Vous avez une requête HTTP qui arrive, qui va stimuler un endpoint, par exemple, sur votre API. Ça, c'est un événement. Vous avez un fichier qui est déposé sur un file system, et du coup, votre application doit réagir par rapport dès qu'un fichier est déposé, par exemple, le fichier qui vient d'un partenaire. C'est un événement en soi. Un cron, un cron au final, c'est uniquement qu'un événement. On demande à votre application, on envoie à votre application une date, une heure, et on dit, tiens, voilà, faut que tu t'exécutes.
un message dans un bus d'événements, par exemple. Si vous êtes en architecture microservice, potentiellement, vous avez, j'espère, un bus de messages. Et donc, ben, un autre microservice vient mettre un message dedans. C'est un événement pour vous. Il s'est passé quelque chose qui va interagir avec votre application. Sauf qu'en fait, vous ne contrôlez pas les événements. Vous savez pas, vous êtes des victimes en fait. Nos applications sont victimes du monde extérieur. On ne peut pas maîtriser ce qui arrive. On ne peut pas maîtriser des pics de trafic. Vous passez à la télé, il y a un événement sportif, on est sur des périodes d'achat. On maîtrise pas. Vous avez des fichiers qui sont plus volumineux à traiter. Je parlais tout à l'heure de potentiellement quand un partenaire vous dépose un fichier. Bah, si votre partenaire vous décide aujourd'hui de vous déposer un gros fichier, bah, c'est pareil, ça vous avez pas la main. Alors empiriquement vous savez que non, mais le jour où ça arrive, qu'est-ce qui se passe? Et puis si vous avez un flux de messages inhabituel, on parlait tout à l'heure d'une architecture microservice, vous avez un des services dans votre écosystème qui se met à envoyer beaucoup de messages, qu'est-ce qui se passe? Il faut que votre application soit capable de réagir à ça et du coup de traiter un peu ces choses qui sont incontrôlables. Derrière, ça nous amène à quand même trois questions qui sont quand même extrêmement importantes quand on crée une infrastructure, quand on crée une application. C'est comment on va scaler son infrastructure? Comment est-ce que je peux m'assurer d'avoir une élasticité, de pouvoir répondre à mes clients? Aujourd'hui, on est dans un monde où nos habitudes changent. On consomme beaucoup de choses sur nos smartphones à n'importe quel moment du jour. Ou de la nuit même. Et donc, on ne peut pas toujours être devant pour rajouter des serveurs, éteindre des serveurs, etc. Puis du coup, ça nous amène, comment est-ce que je peux prédire mes coûts? Comment est-ce que je sais que mon système, il me coûte tant? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de vous dire, un utilisateur qui visite mon site, il me coûte tant en termes d'infrastructure? On ne peut pas. Aujourd'hui, on réfléchit beaucoup par ce paradigme-là, en termes e-commerce, par exemple. En termes e-commerce, on se dit, quand je vais acheter un clic d'un visiteur, si je le convertis, il me rapporte tant. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas pareil avec de l'infrastructure, au final? Pourquoi est-ce que une action d'un de vos utilisateurs, ça ne pourrait pas être chiffré avec un coût? Et comment est-ce que je peux être résilient? Aujourd'hui, beaucoup de sociétés, et notamment avec la crise du Covid, sont massivement investies sur la partie IT, présence sur Internet, etc., etc. Donc aujourd'hui, c'est devenu une grosse part de leur business. Si ça tombe, ben, c'est l'entreprise qui n'a plus de rentrée d'argent. Et ça, c'est assez critique. Et donc, c'est pour ça qu'en 2014, AWS a introduit AWS Lambda. Qu'est-ce que c'est AWS Lambda? C'est le pari que vous vous occupez pas de l'infrastructure, vous donnez votre code, vous configurez un environnement d'exécution pour votre code, donc qui va de 128 MB de RAM à 1020, à 1200, à 10 000, pardon, 240, c'est-à-dire 10 Go de RAM par palier de 1 MB de RAM. Vous définissez un temps d'exécution maximum pour votre code de 1 seconde à 900 secondes, c'est-à-dire 15 minutes. Vous êtes facturé à la milliseconde d'exécution et vous pouvez exécuter du coup des langages en natif comme Node, Java, Python, Ruby, Go, etc. Ou vous pouvez également mettre votre propre binaire d'exécution, typiquement pour supporter PHP. Donc le principe est le suivant avec Lambda. Vous packagez votre code, donc en fait vous envoyez un zip. Vous donnez en fait, vous configurez votre lambda, donc avec ce qu'on a vu, la quantité de RAM, le temps d'exécution maximale, et le fichier l'entry point en fait à exécuter. Deuxième étape, vous allez indiquer quel événement va déclencher votre lambda, et ça on y reviendra un petit peu après, ce qu'on va avoir comme type d'événement. Et en 3, lambda va automatiquement démarrer un serveur sans que vous le sachiez, sans que vous sachiez où, ni quand, ni comment, etc. C'est qui s'en occupe. Dès que le fameux événement arrive, il va exécuter votre code du coup va produire un résultat, il va renvoyer ce résultat et du coup il va arrêter l'environnement d'exécution qu'il a créé. Donc c'est des environnements qui sont éphémères et vous êtes facturé à la milliseconde d'exécution. Donc au final vous ne payez vraiment que à l'usage. Vous avez pas de trafic sur votre site internet, vous ne payez pas. Vous avez beaucoup de trafic, vous payez beaucoup. Mais si vous avez beaucoup de trafic, potentiellement vous avez beaucoup de revenus. Donc vous voyez, il y a une corrélation linéaire. Là où aujourd'hui, si vous avez une infrastructure en dur, bah, que vous ayez des visiteurs ou que vous n'en ayez pas, elle vous coûte le prix des machines tous les mois. Pourquoi faire? Du coup, on pourrait dire, mais pourquoi j'ai besoin en fait de Lambda? Ben, on a besoin, tout à l'heure je parlais des différents événements, on peut en citer quelques-uns, répondre à une requête HTTP. On a vu qu'une requête HTTP, c'est ni plus ni moins qu'un événement qui arrive en fait sur votre application. Vous avez un use case qui peut être, je veux redimensionner une image. Vous avez un utilisateur qui vient de déployer son avatar, automatiquement,
vous allez avoir une fonction qui va se déclencher dès qu'un fichier va être écrit sur le file system AWS. Et automatiquement, vous allez pouvoir déclencher un traitement pour redimensionner l'image, etc., etc. Vous voyez, on a juste un événement qui est j'ai écrit un fichier, je vais du coup pouvoir déclencher un traitement. Exécuter une tâche asynchrone à intervalles réguliers, bah, c'est ni plus ni moins qu'une grande table. Traiter un flux provenant d'un bus. Vous allez pouvoir dire, OK, bah, dès qu'il y a un message qui arrive, automatiquement, mon traitement se déclenche, c'est un événement qui se déclenche, je fais le traitement, etc. J'ai pas besoin de venir écouter ce qui se passe, d'attendre qu'il y ait un message qui arrive. Dès que le message arrive, c'est Amazon qui va exécuter mon code. Et puis, vous avez voilà, d'autres use cases un peu plus ops. Vous voulez déclencher une action lors de l'événement sur votre infrastructure. Typiquement, vous avez prévu que tous vos backups de base de données se fassent la nuit. Dès que le backup est fini, automatiquement, il y a un événement qui est envoyé par AWS. Vous pouvez mettre une petite fonction lambda. Et du coup, vous allez typiquement vous envoyer un email pour vous dire, OK, tout s'est bien passé. Lancer le traitement pour votre processus de business intelligence, donc ingérer vos données dans vos pipelines de data, etc., etc. Bref, des événements et des actions qu'on peut faire derrière, il y en a quand même beaucoup. Ça, faut ensuite imaginer. Euh, et vous avez un champ de possibles qui est quasiment infini. Vous pouvez exécuter du code, oui, mais pas que. Vous pouvez du coup aussi avec AWS traiter des fils de messages. Vous allez pouvoir stocker des fichiers, des bases de données, votre CDN, vos frontaux HTTP. Comment est-ce que vous faites en fait pour gérer tout ça? Et ça, on va rentrer du coup dans la deuxième partie qui va être les services managés en fait. Voilà. Un service manager, ma définition, hein, vous pouvez un petit peu retrouver, c'est un service qui est hautement disponible, scalable, résilient, que vous n'avez pas administré, à monitorer ou à mettre à jour. Sous-entendu, vous ne gérez pas l'infrastructure qui est en dessous. Alors, je vais prendre une petite question que je vais arriver parce qu'elle est dans ma pique. Quel est le délai de démarrage d'une fonction? Alors, le délai de démarrage d'une fonction, effectivement, vous allez avoir un temps minimum en fait, où il faut que votre environnement d'exécution se fasse. Ce temps, en fait, il va être fait une fois, et ensuite votre événement va pouvoir traiter un certain nombre de messages dans un certain laps de temps. Donc, dit autrement, si vous avez aucun visiteur, le premier visiteur qui va arriver, effectivement, lui, il va se manger un petit temps supplémentaire, un petit overhead supplémentaire. Par contre, les visiteurs qui arrivent tout de suite derrière, eux, ils vont bénéficier directement de l'environnement qui est déjà monté et qui est déjà disponible. Et donc, il y a toute une notion également de concurrence, etc. Pour vous donner un ordre d'idée, sur Trezor, on utilise du coup de la lambda. Le nombre du coup de code start, qu'on appelle vraiment le temps d'exécution au début, ça représente moins de 0,2% des requêtes qu'on traite. C'est-à-dire qu'il y a moins de 0,2% des utilisateurs de notre application qui ont 300, 400, 500 millisecondes de plus sur le traitement de leur première requête. Tous les autres, ça change absolument rien. Du coup, revenons au service manager. Donc, c'est vraiment un service que vous allez utiliser. Ça vous rend un service, mais vous ne savez pas les serveurs qui sont derrière, vous ne savez pas les versions des OS, vous ne savez pas les patchs de CVE à faire, vous ne savez pas tout ça. Vous vous occupez juste du service en lui-même. Donc, on va commencer par les services de compute. Dans les services de compute, on va du coup trouver, on va dire, deux grands types de services. Ce que j'ai appris, les services qui sont full managés et les services serverless. Un service full managé, par exemple EC2. EC2, c'est une machine virtuelle. Vous cliquez, vous donnez les caractéristiques de votre machine, la machine démarre. Vous ne savez pas sur quel serveur elle est. Il y a plein de choses que vous ne savez pas. Donc, c'est managé dans le sens où on vous rend un service, mais vous avez quand même une contrainte derrière, c'est que vous êtes quand même sur un serveur physique. Si Amazon a un problème sur ce serveur-là sur lequel tourne votre instance, bah, c'est mort. Du coup, c'est à vous également à gérer à l'intérieur de la machine virtuelle, les patchs de votre version de votre OS, etc., etc. On a aussi EKS, par exemple, qui est le service de Kubernetes managé du coup par AWS. C'est pareil. Vous n'avez pas configuré votre cluster Kube, il est déjà fait pour vous. Par contre, vous allez devoir donner la puissance de la machine que vous souhaitez. Vous allez devoir définir des plages de maintenance pendant lesquelles Amazon va pouvoir faire cette opération de maintenance, puisqu'il faut bien que quelqu'un les fasse. Donc, vous avez quand même moins de choses à faire, mais quand même toujours une certaine contrainte. Vous êtes quand même vous avez en fait des limites autour de la boîte dans laquelle vous êtes. Par opposition, du coup, on a serverless avec Lambda, comme on a vu, Lambda, bah, que vous ayez un événement ou 1 million d'événements, c'est pas un problème. Amazon vous garantit que votre fonction va correctement s'exécuter.
Au niveau des bases de données, on a pareil deux types de services qui sont en opposition. On a RDS, Relation Database Services, qui vous permet de démarrer des bases de données Postgre, MySQL, etc., managées par AWS. Donc, ils vont démarrer une machine, installer MySQL, par exemple, faire les mises à jour dans des plages de mises à jour. Ils vont vous monter un cluster avec de la réplication, actif-passif, dérive répliquée, etc. Mais pareil, c'est à vous de définir la puissance que vous voulez. C'est à vous de surveiller que vous avez le bon espace disque, etc., etc. Par opposition, on a DynamoDB, base de données orientée, on va dire, document, hautement disponible, hautement scalable. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est DynamoDB qui est derrière Amazon.com. Vous voyez le catalogue produit Amazon.com, en fait, c'est géré par DynamoDB. Donc, c'est quand même un truc qui a une bonne capacité à être élastique et qui peut prendre pas mal de charges. On a du coup, pareil, des services managés et services adresses pour tout ce qui est typique des messages. Service manager, vous allez retrouver Amazon MQ. Vous êtes habitué à un Kafka, à RabbitMQ. Dans Amazon MQ, vous allez pouvoir démarrer une instance RabbitMQ. Mais pareil, vous devez configurer la puissance de la machine. Vous devez configurer des plages de maintenance pour qu'Amazon fasse les opérations. Donc, c'est à vous de gérer un petit peu tout ça. Par opposition, on va retrouver plusieurs types de services de messagerie en serverless comme SQS, Simple Queue Services, SMS, Simple Notification Services, Kinesis. Chacun des services a des spécificités, on ne va pas rentrer dedans aujourd'hui. Si d'ailleurs vous avez envie qu'on fasse des sessions dédiées pour chacun de ces catégories de services, n'hésitez pas à le dire en commentaire à la fin. On essaiera du coup d'en prendre compte pour peut-être faire des sessions dédiées à chacun de ces services-là. Il y aura beaucoup de choses à dire sur chacun de ces services-là. Mais vous voyez du coup, à chaque fois sur AWS, vous allez trouver des services que vous devez gérer et des services qui sont hautement disponibles, hautement gérés et sur lesquels vous n'avez rien à faire si ce n'est les utiliser. On a évidemment la partie stockage. Je pense que ça, même si vous ne faites pas du AWS, vous avez entendu parler de S3, Simple Storage Service, qui permet de stocker des fichiers sur S3, des gros fichiers sur des. Enfin, voilà, ça a quand même des capacités qui sont assez énormes du côté de S3. On a tout ce qui est monitoring, alerting, ça c'est pareil. Aujourd'hui, vous avez peut-être monté des solutions on-premise chez vous avec du Prometheus, du Grafana, etc. Ben là, vous avez directement des outils en natif sur AWS qui sont pareils, toujours hautement managés, vous n'avez pas à vous en occuper. C'est CloudWatch, ça peut encaisser des téraoctets de logs, ça peut mettre des métriques dans tous les sens, et ça marche. On a également ce qui va être les flux HTTP. Aujourd'hui, vous avez peut-être monté un Apache, un Nginx, un Tomcat, ce que vous voulez pour gérer vos flux HTTP. Et puis devant, vous avez peut-être mis un firewall pour vérifier l'intégrité de vos requêtes ou ce genre de choses. Mais sauf que vous devez quand même maintenir ces serveurs-là. Vous avez peut-être un CDN. Alors, vous n'avez pas recréé votre CDN vous-même, vous n'avez pas acheté ça un petit peu partout autour de la planète, mais vous avez peut-être besoin de venir mettre vos assets plus proches de vos utilisateurs. Mais tous ces services-là, pareil, sont hautement managés par AWS, hautement disponibles. Vous avez WAF pour Web Application Firewall qui va permettre de vérifier l'intégrité de vos requêtes, faire un premier filtrage avant que ça arrive sur API Gateway. API Gateway qui est un composant qui va permettre de traiter des requêtes HTTP pour ensuite les passer à votre fonction lambda. Donc, déjà, au niveau de l'API Gateway, vous allez pouvoir mettre des filtres, des restrictions par adresse IP, tout un tas de choses qui vont être faites directement par AWS, donc ça ne vous coûte rien. Avant que l'événement, on va dire, arrive à votre compute. Et puis CloudFront, qui est le CDN du coup de AWS, qui va du coup devenir exposer des ressources au plus proche de vos utilisateurs. On a également tous des services qui sont liés au réseau. Et ça, c'est quand même important d'avoir du réseau qui marche bien. L'un des premiers services qu'on va trouver, c'est Route 53 qui va permettre de gérer votre DNS. Route 53, c'est un service qui est une SLA de 100% sur AWS, donc il vous garantit que juste que ça marche en fait. Donc pareil, si déjà on peut pas vous joindre, c'est un problème. Je sais pas si vous vous souvenez des problèmes qu'a eu Facebook il y a quelques temps où Facebook.com n'était plus joignable parce que leur serveur DNS n'était plus atteignable. C'est quand même dommage. Vous avez après d'autres solutions qui sont un peu plus pour ceux qui font du réseau. Vous avez TransitUser pour du routage dans votre infrastructure. Vous pouvez monter également des connexions VPN facilement. Vous avez Transfer Family qui vous permet d'avoir un point d'entrée SFTP parce que parfois on est amené à avoir des échanges en SFTP avec des partenaires, des clients, etc. Et donc vous avez quand même toujours cette possibilité-là sur AWS de manière hautement managée sans devoir monter une machine virtuelle, gérer les connexions, gérer la sécurité. C'est un service, vous démarrez, ça vous donne une adresse et vous pouvez directement uploader vos fichiers dessus en SFTP. Ok.
Ce qui est intéressant avec tous ces services que je vous ai montrés, tous les services serverless, c'est que vous payez à l'usage AWS qui gère l'infra sous-jacente. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important. On rentre vraiment dans une dynamique où on n'a plus un coût fixe, on a un coût qui est variable. Et surtout, on se débarrasse de toute la gestion qu'on a en dessous. Vraiment, on se débarrasse des mises à jour, des OS, des plages de maintenance, etc., etc. Ok, maintenant qu'on a vu tout ça, qu'on a vu tous ces services, toute cette boîte de Lego, tous ces trucs auxquels on va pouvoir jouer, bon, maintenant, est-ce qu'on peut aussi coder moins pour produire plus? Et là, on va parler d'un service qui s'appelle Step Function. Le principe de Step Function, c'est que vous allez définir un workflow de traitement. Aujourd'hui, on a tous dans nos applications métiers, à un moment donné, une succession d'étapes à faire pour réaliser un traitement. Avec Step Function, vous allez pouvoir coder ce workflow avec un langage qui est très simple. Vous allez également pouvoir le designer via une petite interface graphique. Et donc, vous allez pouvoir mettre des arbres de décision, des oui-non, des maps pour itérer sur des données, des choses à traiter en parallèle, etc. Et en fait, ce que va faire Step Function, c'est que pour chaque étape de votre workflow, il va pouvoir du coup déclencher une fonction lambda. Donc en fait, c'est lui qui va piloter l'enchaînement et l'orchestration de tout votre workflow. Et vu que derrière, vous vous reposez sur des fonctions lambda, ben, vous avez un workflow de traitement qui est hautement scalable, qui est résilient, qui peut du coup reprendre sur erreur, etc. etc. Là où, quand on va le faire programmatiquement, ça peut vite devenir une usine à gaz. Surtout que l'avantage, c'est que vous allez pouvoir aussi utiliser directement des services Amazon. En fait, vous allez pouvoir chaîner des services Amazon pour dire, ben, je prends l'input de ce service-là et je le mets du coup, pardon, je prends l'output d'un service et je le mets du coup en input d'un autre service. Ici qu'on voit typiquement, je prends des données financières que j'ai sur S3 et je les envoie du coup à mon job ETL qui est géré par AWS Go, qui est un service qui permet de faire de l'ETL. Ça m'a pris juste 2 clics en fait à faire. J'ai juste positionné et enchaîné mes événements et automatiquement Amazon oui, va s'occuper de orchestrer tout ça, de prendre les données, de les envoyer. Je n'ai là pour ces 2 premières étapes, je n'ai tapé aucune ligne de code. Et ça, du coup, ça devient extrêmement puissant. Quand tu arrives à faire ça, on peut facilement créer des workflows qui peuvent soit être des workflows métiers que vous avez aujourd'hui, soit des workflows pour vos reprises d'erreurs. Généralement, on finit tous par avoir ça. On code, on a des problèmes, on se rend compte qu'on a des problèmes, puis du coup, on définit une procédure quand on rencontre ce problème-là. Du coup, vous allez pouvoir automatiser, on va dire, votre reprise d'erreur via un workflow, tout comme vous suivez aujourd'hui votre procédure dès que vous avez une erreur pour rattraper cette erreur-là. Et ça, du coup, ça devient extrêmement pratique. Une autre possibilité aussi que vous pouvez avoir avec pour gagner du temps, c'est que si par exemple je vous demande d'exposer une donnée de créer une point pour exposer une donnée sur, voilà, vous devez faire une API qui va aller en DB, qui me remonte une donnée, peut-être avec vous reformater les champs, mais quelque chose de très très basique. Aujourd'hui, ce qu'on va avoir l'habitude de faire, c'est bah, je vais du coup faire un petit bout de code qui va se connecter à ma base de données, qui va faire ma requête, qui va prendre mon résultat, qui va du coup le renvoyer. Alors, si on le fait en démarche serverless, ça va plus donner ça. On a API Gateway, ça va exécuter du code, donc on met une lambda qui va faire une requête ici à DynamoDB. Ok. Mais au final, le bout de code que j'ai au milieu, c'est quoi sa valeur ajoutée? La valeur ajoutée, elle est proche de zéro. Elle est simplement là pour me connecter à la base, faire ma requête et puis du coup renvoyer mon résultat. Le problème, c'est que du coup, ce bout de code-là, vous allez me dire, il est très simple à faire. Oui, mais du coup, ça veut dire un repo Git, ça veut dire une chaîne de CI/CD, ça veut dire du coup de la maintenance, ça veut dire etc., etc., etc. Et donc ça, on n'a pas envie. On n'a pas envie de le faire quand c'est un truc qui sont aussi simples que ça. On veut pouvoir aller à l'essentiel. Bah du coup, il suffit juste de faire ça. Ça paraît dingue, mais vous pouvez directement depuis API Gateway, du coup, qui va prendre en entrée une requête HTTP directement exécuter avec un petit langage de scripting qui s'appelle du VTL, c'était géré par Apache, euh, faire votre requête à un service Amazon qui est derrière. Ici, c'est DynamoDB. DynamoDB, du coup, toutes les API Amazon vous renvoient du JSON, donc vous allez pouvoir récupérer du JSON, le reformater pour du coup le renvoyer. Et là, vous avez 0 ligne de code à opérer vous-même. C'est du full manager AWS.
Et du coup, c'est hautement scalable, c'est résilient. Vous n'avez pas de chaîne de CI/CD, vous n'avez pas des tests unitaires à faire, vous n'avez pas tout ça. Et donc, quand on veut exposer très rapidement une donnée, parce qu'on veut, pour des use cases qui peuvent être divers et variés, je pense que vous avez tous au moins déjà rencontré ça, ça devient du coup extrêmement facile et extrêmement rapide de pouvoir itérer et surtout délivrer de la valeur dans son entreprise. On continue avec un petit exemple que je vous propose, c'est qu'on va construire un exemple ensemble d'une infrastructure qui est full serverless, qui va être hautement disponible, hautement scalable, redondée et qui va vous coûter très peu cher. Vous allez voir à la fin combien ça coûte. On va prendre l'exemple d'un site e-commerce. Alors, c'est un exemple qui est assez bateau. Je sais qu'on a tous travaillé déjà dessus au moins une fois, soit en cours, soit si on fait un projet perso, etc. Mais on va quand même essayer de garder ça en tête. Okay, bon, la première étape que j'ai besoin, bah, c'est déjà d'être capable de faire résoudre mon nom de domaine. C'est-à-dire que bah, j'arrive bien sur mon infrastructure, donc on va utiliser route 53, c'est le service de DNS, donc je vais acheter mon domaine chez un registrar, je le configure du coup sur route 53, ok, je peux du coup répondre à des requêtes DNS. On va du coup avoir besoin de traiter des requêtes HTTP. Donc là, requête HTTP, on a besoin de plusieurs choses. Donc on va sécuriser un petit peu notre infrastructure. On va mettre du coup un WAF devant, donc un firewall. On va mettre du coup API Gateway, parce que c'est quand même son job de traiter des requêtes HTTP. On a quand même besoin d'avoir un certificat SSL, parce qu'on veut quand même sécuriser notre connexion. On va du coup pour utiliser ACM, c'est Certificate Manager, c'est l'équivalent de Let's Encrypt en gros, piloté par AWS. Vous pouvez du coup d'émettre des certificats que vous allez pouvoir ensuite utiliser sur des composants de l'infrastructure Amazon, ici API Gateway. Bon, là, je suis capable de recevoir des requêtes HTTP, mes visiteurs sont bien redirigés au début de mon infra, mais ensuite, il va falloir que je mette un petit peu de compute. Bon, ben, c'est simple, hein, vous l'avez definé, on part du coup sur du AWS Lambda pour mon compute. Toujours pareil, je reste scalable, résilient, hautement disponible, etc. OK. Je vais quand même avoir besoin aussi d'exposer des assets. Parce qu'on veut dire que je fais un site e-commerce, je vais quand même avoir besoin d'avoir mes images de mes produits, mes feuilles CSS, mon petit bout de JavaScript, etc. Ça, je vais du coup stocker sur un bucket S3, et puis je vais mettre un cloud front devant qui va du coup exposer tous mes assets sur un domaine, sur un sous-domaine, typiquement, je sais pas, cdn.mondomaine, par exemple. Donc, là, je suis capable d'exposer mes assets au plus proche de mes utilisateurs. Ok, tout va bien. Toujours pareil, je suis résilient, je suis scalable, etc. J'ai quand même besoin de stocker mes données. Alors là, j'ai fait le choix de DynamoDB. Alors, je vous l'accorde, c'est un changement de paradigme comparé à du MySQL, par exemple. On est sur une base de données relationnelle avec MySQL, on est sur une base de données orientée documents. DynamoDB n'est pas MongoDB. On tendance à faire un peu ce raccourci-là, ce n'est pas le cas. On pourra peut-être, si vous souhaitez, faire un épisode dédié sur DynamoDB. Il y a beaucoup de choses à savoir, mais ça marche très bien. Pareil, DynamoDB, scalable, résilient, vous connaissez la chanson. On continue. Je vais avoir besoin quand même, parce que j'ai des personnes chez moi au marketing, etc., qui veulent me dire, enfin, qui me disent, oui, mais moi j'ai besoin de voir mes ventes en temps réel, j'ai besoin de voir un petit peu des statistiques, j'ai besoin de métriques, j'ai besoin d'avoir de la data. Ok, très bien. Je vais construire du coup un pipeline de data. C'est-à-dire que sur DynamoDB, tout événement qui va se passer dans la base de données, que ce soit de l'insertion, de la suppression, de la modification, on va déclencher un événement qui va arriver dans un bus d'événements. Ici, c'est Kinesis. Ce bus d'événements, ensuite, va pouvoir déclencher un autre qui s'appelle FireHose, qui va s'occuper de prendre des événements et de convertir ces événements euh, dans un format qui va du coup pouvoir être stocké facilement sur S3. Donc S3, pareil, stockage. Et ensuite, avec AWS Athena, je peux faire des requêtes SQL sur des données stockées sur S3. Alors ça paraît fou, je vais la refaire. Avec Athena, on peut faire des requêtes SQL, des select, étoiles, from, machin, en requêtant sur du JSON, par exemple, qui est stocké sur S3. Vous avez des fichiers JSON d'un côté, vous pouvez du coup faire la requête SQL dessus avec Athena. Donc c'est magique. Évidemment, il y a des subtilités, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas besoin de venir indexer sa donnée dans un Elasticsearch ou dans une autre base de données relationnelle pour pouvoir faire des requêtes dessus. Donc là, mon service marketing, ils sont contents, ils ont accès à toutes les données en temps réel. Dès qu'une commande est créée, automatiquement, elle est streamée, elle est poussée, elle est disponible du coup sur Athena. Ça, c'est quand même pas mal.
voyez que pour l'instant, je n'ai dû exécuter du code pour moi que pour mon site en lui-même, hein. Tout le reste qu'il y a autour, c'est vraiment des services managés d'Ouest. Tout mon pipeline de BI, c'est zéro ligne de code à moi, zéro exécution de mon côté. C'est un enchaînement, une configuration de services. Ok, on continue parce que quand même sur notre site e-commerce, on a quand même besoin d'avoir d'autres petites features. On a besoin du coup ben, d'avoir un workflow de création de commandes. Parce que quand on crée une commande, il y a plusieurs étapes à respecter. Ben, vous avez vu ce qu'on a dit tout à l'heure. Moi, j'ai dit du coup step function. Si on regarde un petit peu ce workflow, j'ai fait un workflow qui est très basique. On va dire que j'ai une commande du coup qui arrive. Donc j'ai Kinesis, parce que je viens d'écrire ma commande dans ma base de données, dans DynamoDB. Un événement arrive, c'est ce qui va déclencher mon workflow. Et là, je vais avoir une fonction lambda qui peut se déclencher, qui va faire une vérification de stock pour vérifier que j'ai bien les éléments en stock ou ce genre de choses. Voilà. Là, je vais ensuite envoyer en parallèle deux choses. Je vais d'un côté notifier mon fournisseur, donc je vais utiliser SES, Simple Email Services, qui permet en fait d'envoyer tout simplement des emails. Et puis une fois que l'email est envoyé, du coup, je vais mettre le message dans une file de messages SQS pour peut-être avoir un autre process qui va démarrer un traitement derrière dès qu'une commande arrive. En parallèle de la notification à mon fournisseur, ben, je vais générer la facture par exemple. Par exemple, une petite fonction back qui va se déclencher, qui va générer mon PDF à partir peut-être d'une page HTML et puis etc., etc. Puis ensuite, je pourrais rajouter une autre étape qui serait de la stocker sur S3. Voilà. Là, c'est vraiment mon workflow. Dès que j'ai une commande qui arrive, ça va suivre tout ce pipeline-là. Okay. J'ai aussi besoin quand même sur mon application de pouvoir notifier mes utilisateurs, typiquement quand informer quand ma commande a été expédiée ou quand j'ai un problème, etc. Donc là, je vais utiliser de la notification par email, puisque c'est quand même sympa puis qu'on est habitué, puis aussi de la notification SMS, parce que j'ai quand même envie d'avoir un petit plus, démarquer un petit peu de la concurrence, donc je vais utiliser pour ça SMS, donc on a vu tout à l'heure un Simple Notification Service qui me permet oui, d'envoyer des SMS, qui permet également d'envoyer des notifications push, tout un de chat, mais là j'utilise pour sa partie SMS et du coup SES qu'on a vu dans la partie Step Function pour envoyer des emails. Ok, ça commence à avoir une bonne tête. Mon infrastructure quand même, elle est plutôt pas mal, mais il me manque encore des petites choses. J'ai besoin quand même de gérer mes utilisateurs. Alors, je pourrais les gérer moi-même, hein, je vais refaire toute ma partie authentification, je vais peut-être émettre un JWT ou gérer ça en session, je sais pas trop, mais je vais du coup me coder à la main la connexion avec, je sais pas, Google, Facebook, etc. pour avoir des fonctionnalités de SSO sur mon site. Bon, je peux le faire, il y a des grips qui le font à peu près dans tout le langage, ça se fait. Mais c'est quand même relou. Je pourrais le faire du coup avec un service qui s'appelle Cognito, qui va en fait gérer ma base utilisateur. Donc sur mon application, sur mon front, mon formulaire de login en fait va taper directement Cognito, qui va s'occuper de gérer la base utilisateur. Donc il va gérer l'authentification, il peut gérer également les autorisations. Il va ensuite du coup me renvoyer un identifiant que je vais du coup pouvoir truster dans mes requêtes HTTP qui arrivent sur mon application, du coup pour m'assurer que l'utilisateur est bien actif, qu'il est bien autorisé, tout un tas de choses. Du coup, Cognito va également me gérer la connexion avec Facebook, avec Google, avec LinkedIn, avec tout ce que je veux pour pouvoir faire du coup du SSO sur mon site. Ça, c'est plutôt pratique. Aujourd'hui, on a un peu tous tendance à le faire quand c'est disponible. Donc là, j'ai réglé ma question des utilisateurs. J'ai quand même avoir besoin de monitoring, quand même, parce que je commence à avoir pas mal de services, même si au final, j'ai très peu de services à moi, j'ai très peu de code en fait à moi, j'ai quand même beaucoup de choses autour, mais il faut quand même que je m'assure que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas des événements un petit peu étranges qui arrivent. Donc, je vais utiliser du coup CloudWatch. CloudWatch va me permettre de monitorer en fait les métriques de chaque service AWS. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque service AWS va en fait exposer tout un ensemble de métriques et vous pouvez créer des dashboards pour observer en fait ces métriques. Ça, vous n'avez rien à faire. Les métriques sont déjà disponibles. Typiquement sur API Gateway, vous allez voir le nombre de requêtes qui arrivent. Vous allez voir le temps d'exécution de requêtes, etc. Vous allez voir le nombre de requêtes en 500, le nombre de requêtes en 400. Ça, si vous n'avez rien à faire, c'est directement disponible. Là où sur une infrastructure un petit peu plus classique, si vous aviez un serveur Nginx, par exemple, il faudrait parser vos access logs, identifier ça et puis faire remonter ça dans un outil de dashboarding. Là, c'est directement out of the box, il n'y a rien à faire.
On a du coup AWS Chatbot qui va me permettre de envoyer mes notifications de monitoring, donc on voit toute la partie alerting directement sur mon Connect Slack. Moi, j'aime beaucoup Slack. Je peux directement pusher. Dès que CloudWatch va détecter qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien, donc dès que je vais dépasser un seuil sur une des métriques que j'ai fixées, typiquement si j'ai plus de 10 requêtes 500 à la minute, il y a peut-être un problème, je m'envoie du coup un message sur un channel Slack. Et donc ça, c'est je mets AWS Chatbot qui fait ça. J'ai besoin éventuellement de signer, chiffrer des données parce que c'est peut-être important. Typiquement, si vous voulez émettre un JWT, vous devez le signer. Du coup, vous devez gérer vos clés privées, votre clé publique, c'est compliqué. Si vous voulez stocker des documents qui sont sensibles, vous avez peut-être besoin de les, bah voilà, de les chiffrer, etc. KMS, c'est Key Management Service. Ça permet de gérer des clés symétriques ou asymétriques. Vous donnez vos données à KMS et il vous la retourne soit signé, soit chiffré. Pareil, c'est hautement disponible, c'est managé, c'est scalable et vous payez que l'usage. Bon, ben là, on commence à avoir une infra qui a quand même une bonne tête, qui est quand même plutôt robuste. Et cette infra, en fait, elle coûte moins de 10 dollars par mois. De base, quand j'ai quand j'ai configuré tous les services, ça me coûte moins de 10 dollars par mois. Donc, sans que j'ai aucun visiteur, ça me coûte, ben, je pense, moins cher qu'une machine virtuelle. L'avantage, c'est que cette infrastructure, en fait, elle scale. Et elle scale quasiment à l'infini. Et ça, c'est plutôt intéressant quand on fait, si on prend par exemple un site e-commerce. Alors, si vous ne croyez pas hein, qu'elle coûte 10 euros, enfin moins de 10 dollars par mois, vous avez déjà le calculateur AWS qui est en bas, donc calculateur.ws, vous allez voir, vous pouvez rentrer chacun des services, vous configurez les volumes de requêtes, etc. Et puis ça va vous donner le prix. Je vous ai mis quelques coûts des quelques services que j'ai mis dans l'infrastructure. Typiquement, Happy Gateway va vous coûter 3,50 par million de requêtes traitées. Donc, par million de requêtes traitées. Donc, si vous avez moins de 1 million de requêtes, bah, vous payez moins de 3,50 pour recevoir vos requêtes HTTP. Comptez combien vous coûte aujourd'hui votre serveur Nginx, par exemple, ou Apache, etc. Lambda, du coup, on paye 20 centimes par million d'invocations et ensuite on est facturé, comme on a dit, à la milliseconde. Donc, là, je vous ai mis le prix d'une milliseconde pour une lambda qui est provisionnée avec 1 giga de RAM. Évidemment, plus vous provisionnez de RAM, plus ça va vous coûter cher la milliseconde. Et moins vous mettez de RAM, moins ça vous coûte cher. Il y a une corrélation entre RAM et CPU aussi. Donc, c'est pas parce que vous mettez moins de RAM que vous allez avoir un CPU qui est moins puissant. Donc, ça peut aussi être en fonction du traitement que vous faites. Il est peut-être mieux parfois mettre un peu plus de RAM pour avoir un temps de traitement plus court. Et donc, au final, vous vous y retrouvez. WAF, c'est un prix fixe. Cognito, c'est gratuit jusqu'à 50 000 utilisateurs. Certificate Manager, c'est gratuit. Pour mes assets, j'ai droit à 1 Tera par mois plus 10 millions d'appels, c'est gratuit. Route 53, je paye par zone active, donc bah, moi j'en ai qu'une, plus 40 centimes par million de requêtes DNS qui sont faites. Moi je vous ai mis après les autres prix, on va pas tout ce qui est passé en revue, mais grosso modo, vous voyez que au final, vous payez vraiment à l'usage et vous payez du coup at scale. Donc plus vous scalez, plus vous payez, mais vous avez une prédictibilité des coûts. Sachant que ces coûts-là sont dégressifs. Arrivé à certains volumes, vous allez commencer à payer moins cher par million, par milliseconde, etc. Donc il faut vraiment utiliser Calculator pour avoir une idée avant qu'on vende dans un projet, pour s'assurer que le service qu'on va utiliser d'une, il correspond à notre besoin, et de deux, que dans notre cas d'usage, il ne va pas nous coûter trop cher. En tout cas, qu'on a une idée de combien on doit s'attendre sur la facture. Cherchez à être agnostique de votre cloud provider, surtout pas. Surtout pas si j'ai un seul conseil, si vous devez retenir une seule chose de cette présentation, c'est que ne cherchez pas à être agnostique de votre cloud provider. Vous allez dépenser un certain temps pour rentrer en fait sur ce code provider pour vous faire à l'utilisation de tous les services managés que j'ai cités plus haut. Si dans votre code vous commencez à mettre des couches d'abstraction un petit peu dans tous les sens pour justement vous dire ok, si jamais un jour je veux quitter Amazon, je vais aller ailleurs, en fait le temps que vous allez passer à faire ça et la complexité que ça va engendrer, ben, au final ça va pas être utile. Ça va pas être utile parce qu'il vaut mieux payer ce coût à la sortie, c'est-à-dire que jamais le jour où vous décidez de quitter votre cloud provider, il vaudrait mieux à ce moment-là, du coup, réécrire vos applications, en tout cas une partie de vos applications pour adhérer à un autre cloud provider. Si vous faites à l'entrée,
c'est pas bon parce que le principe du code provider, c'est de vous permettre d'aller plus vite. Alors vous devez foncer. Si vous passez beaucoup de temps à itérer, à développer parce que vous voulez faire des choses qui sont hyper agnostiques, etc., au final, vous perdez l'intérêt d'avoir des services qui vont vous permettre d'aller plus vite sans vous soucier du reste. Donc, vraiment, ne cherchez pas à être agnostique. Pour moi, c'est on y va à fond. Et de toute façon, le jour où on voudra sortir, le jour où mon entreprise voudra sortir, dans ces cas-là, il y aura une décision d'entreprise qui sera prise. On acceptera du coup de payer à ce moment-là à la sortie. Mais à la base, si on y va, c'est pour aller plus vite, c'est pour itérer plus vite, c'est pour être résilient, disponible, etc. Donc, pour moi, c'est une erreur d'essayer de chercher à être agnostique. Ça ne veut pas dire qu'il faut coder comme des sauvages non plus, hein, bien sûr, mais modérément dans le niveau d'abstraction que vous souhaitez mettre. Alors, l'impression que vous démontrez, elle est bien, mais quand même, je n'ai pas du tout abordé la partie de la résilience. On a vu qu'on avait dans notre infrastructure deux endroits où on stockait vraiment de la donnée métier. On avait du coup DynamoDB et S3. Le problème de ça, ben, c'est que on pourrait très bien se dire que ces services-là sont quand même régionaux, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent dans une région. Amazon est découpé en plusieurs régions. Dans une région, vous avez des zones de disponibilité, c'est tout simplement des data centers. Quand vous démarrez un service qui est full managé comme EC2, vous allez dire dans quel data center vous souhaitez le démarrer. Par contre, quand vous prenez un service comme S3 ou comme DynamoDB, vous ne gérez pas les zones de disponibilité. C'est-à-dire que c'est Amazon qui vous garantit que il va se débrouiller pour que ça tourne dans un de ces data centers dans votre région-là. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Si d'ailleurs Amazon perd un data center, c'est à lui à faire en sorte que votre service continue de marcher. Sauf que moi, dans mon idée d'être résilient, j'aimerais du coup avoir deux régions. Parce que si une région casse pour une raison X ou Y, j'ai besoin du coup de pouvoir garder mon service actif sur une autre région. Quand j'ai pris deux régions, EU Ouest 3, c'est la région de Paris, et EU Centralion, c'est la région de Francfort. Mais ce qu'on peut faire, toujours avec AWS, et la magie un peu que ça peut avoir, c'est en fait de mettre de la réplication. Donc automatiquement, dès que moi je vais écrire sur mon bucket à Paris, les données vont automatiquement être répliquées sur mon bucket à Francfort. Quand j'écris dans ma base DynamoDB sur Paris, les données vont automatiquement être répliquées sur Francfort. Donc si demain j'ai un pet avec Paris, je change mon compute, je déplace à Francfort et ça marche. Je récupère mes données comme je l'avais avant. Donc ça, c'est pour des plans de reprise d'activité, des plans de continuité d'activité, c'est quand même une force qui est assez incroyable de pouvoir en fait avoir ça. Et surtout que ça se fait, on n'a rien à gérer en fait derrière. Alors, quelques conseils, euh, voilà, quelques petits retours d'expérience. Commencez petit. Peu importe le service, peu importe ce que vous utilisez sur AWS, commencez toujours le plus petit possible. Si vous souhaitez quand même partir sur des services qui sont managés comme RDS, EC, etc., démarrez avec les plus petites machines possibles. Vous savez pas encore déjà ce que vous allez en faire, vous savez pas comment votre application elle va se comporter, donc commencez le plus petit possible, ça vous coûtera moins cher. Donc, si vous partez sur des services managés, type serverless, type Lambda, etc. Il n'y a pas trop de questions à se poser. Mais même sur Lambda, commencer avec des Lambda 128 mégas de RAM et augmenter petit à petit pour trouver le bon dosage. Il y a des services d'ailleurs qui vont permettre de calculer ça automatiquement, mais voilà, commencer le plus petit possible. Faites de l'infra le plus vite possible. Ça, je sais que quand on commence sur la console, on a envie de cliquer partout, c'est magique, etc. Mais commencez avec de l'infra vous avez des technologies comme serverless.com, Terraform, CloudFormation, qui sont extrêmement avancés sur AWS, donc vraiment utilisez-les. Ça va vous aider à comprendre ce qui a été fait, à voir l'évolution de votre infrastructure, à versionner. Donc vraiment, même si c'est pour vous amuser entre guillemets, c'est toujours un bon moyen. Repensez votre besoin. Repensez votre manière de travailler. Quand vous dites je vais faire un bout de code pour, regardez s'il n'y a pas un service qui existe qui ne pourrait pas le faire pour vous. Parce qu'il y a de fortes chances à parier que les services que vous allez utiliser soient moins buggés que votre code à vous. Alors, je suppose que vous êtes des très bons développeurs, ou qu'en tout cas vous êtes peut-être des très bons développeurs dans votre entreprise ou dans vos équipes, mais on va quand même plutôt faire confiance, je pense, à AWS pour ça. Pensez sécurité. Vous allez voir, on n'a pas du tout abordé ça dans ce webinaire. Ça mériterait vraiment un webinaire dédié sur IAM, Identity Access Management, sur
toute la gestion des permissions, des droits que vos applications vont pouvoir avoir pour accéder à des bases de données, à écrire sur des buckets S3, etc. Vraiment, vous pouvez repenser votre modèle de sécurité pour vous assurer que typiquement quand je fais une requête GET sur mon API, je vais vraiment que avoir le droit de lire dans ma base de données dans ce contexte-là. Enfin, vous pouvez vraiment faire des choses extrêmement poussées. Suivez la web architecture, ça c'est ce que je vous conseille, c'est des bonnes pratiques données par Amazon. Vous avez plusieurs piliers et à chaque fois vous avez tout un ensemble de bonnes pratiques. Si vous arrivez à les suivre, en tout cas les avoir comme mantra, c'est extrêmement important. Elles sont extrêmement compliquées et elles prennent pas mal la tête, mais c'est des très bons moyens pour. Si vous suivez ça, vous allez avoir une bonne architecture au sens AWS. Évidemment, créez-vous des comptes de playground, jouez, expérimentez, trompez-vous, recommencez. C'est comme ça en fait qu'on peut aussi vraiment apprendre comment ça marche. Surtout donner accès aux développeurs. Les développeurs, ils ont besoin en fait, ils vont être force de proposition, ils vont avoir envie en fait de faire moins et de faire des choses qui sont plus fiables. Donc il faut qu'ils aient accès à des environnements pour tester, pour itérer, pour jouer avec des services, pour y démarrer, voilà. Et surtout, estimez vos coûts avant de commencer un projet. Le cas où c'est pas magique, hein, AWS est là quand même pour gagner de l'argent, donc il y a une notion de coût et de rationnel à avoir. Donc vérifiez bien avant de commencer. Voilà, bah écoutez, j'ai fini. J'espère du coup que vous avez pu découvrir, en tout cas apprendre des choses sur le serverless et les services managés AWS. J'espère que ça peut répondre à vos attentes. Si vous avez des questions, peut-être Amélie, on peut prendre quelques questions. Je vois que j'en ai deux qui sont arrivés. Cognito génère le formulaire seul. Alors, il y a deux possibilités. Vous avez en fait des librairies Cognito en Vue.js, en React, je crois même en Angular qui peuvent également piloter le formulaire lui-même. Vous pouvez juste lui passer des paramètres comme la couleur ou ce genre de choses qui va générer pour vous. Ou alors vous pouvez l'intégrer vous-même et en fait appeler les API Cognito derrière. Donc ça, il n'y a pas de problème. Par exemple, du e-commerce, pourquoi le choix de Kini, c'est pas d'Amazon MQ pour gérer la réception de commandes? Bah, parce que Kini, c'est scalable. Kini, c'est honnêtement scalable, donc je vais pas m'occuper de Amazon MQ. Donc, en fait, Amazon MQ, c'est la technologie qui permet derrière d'opérer soit un Kafka, soit un RabbitMQ. Donc, déjà, il a fallu que je choisisse une des deux technos, puis derrière, c'est des machines virtuelles qui sont démarrées. Donc, j'aurais dû choisir ma capacité de machine, m'assurer des plages de maintenance, etc. Là, Kinesis, je sais que ça marche. J'ai un stream de messages qui arrivent et c'est du coup scalable et résilient, ce qui était le but de l'exemple. Une infra-serverless peut être totalement transformée en IAC. Infrastructure as code, oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Alors, je suis pas sûr de la question, mais si c'est est-ce que je peux avoir du code Terraform pour toute mon infra serverless? Oui, bien sûr. Tous les services AWS que je vous ai montrés sont tous disponibles typiquement via Terraform. Donc, vous allez pouvoir manipuler tous ces services-là via de l'infrastructure as code ou via serverless.com qui est du coup un outil aussi pour faire du serverless. Et sinon, vous avez aussi CloudFormation qui est l'outil d'infrastructure as code d'AWS. Ils ont créé leur propre outil pour le faire. Donc, vous avez au moins trois possibilités pour manipuler tous les services AWS. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous les services Amazon sont pilotables par API. D'ailleurs, quand vous utilisez la console Amazon, s'il faut aller dans le network, vous allez voir, en fait, vous allez retrouver les mêmes appels API que vous pourriez faire avec le SDK. Donc, aucun problème avec ça. Super, merci à tous en tout cas, et puis à très bientôt lors d'une prochaine session. Bon appétit, Merci. bonne journée. Bon après-midi.